Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Sénat de la République a un nouveau président en la personne de Joseph Lambert. L'élu du Sud-Est a remporté haut la main les élections avec 28 voix sur 29. Le Venezuela n'approvisionne plus Haïti en produits pétroliers depuis octobre 2017. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon. Division au sein du secteur démocratique unifié. Des militants de cette structure, composée entre autres de Famille Lavalas et de Petite Dessalines, n'ont pas digéré le comportement de Moïse Jean-Charles qui tente, selon eux, de s'accaparer de la mobilisation anti-gouvernementale. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre dans la route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Un an après son retour au Grand Corps, le sénateur Joseph Lambert reprend les commandes du pouvoir législatif. Monsieur Lambert, qui avait été président du Sénat sous la 48e législature, a bénéficié d'un large consensus en obtenant 28 voix sur 29. Il s'agissait d'une simple formalité pour le chef de file de Combit Sud-Est, devenu un vieux briscard de la politique. M. Lambert, qui se présente lui-même comme un animal politique, promet de rendre le Sénat plus dynamique, plus productif et plus équilibré. Un vrai défi, d'autant que son prédécesseur, Youri Latortue, avait permis au Grand Corps de retrouver son efficacité. Les deux hommes, qui furent conseillers du président Michel Martelly, sont connus pour être des proches du président Jovenel Moïse. M. Lambert jouit d'une bonne réputation au sein de la classe politique en ce qui a trait aux efforts pour rechercher des consensus lors des situations difficiles. Il avait notamment contribué à la formation d'un CEP de consensus sous l'administration Martelly. Haïti n'est plus ravitaillé en produits pétroliers par le Venezuela depuis octobre 2017. Les sanctions financières imposées à ce pays par les États-Unis rendent les tractations difficiles, sinon impossibles, a révélé le ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, au journal Le Nouvelliste ce lundi. Le ministre a souligné qu'il est actuellement impossible pour la BRH de compléter les transactions en raison de l'obligation d'effectuer celle-ci avec le Venezuela en dollars américains. Interrogé sur l'avenir du programme Petro-Caribé, le ministre Salomon a indiqué que la décision revenait aux deux États souverains, Haïti et le Venezuela. Depuis 3 mois, Haïti s'alimente sur le marché spot, plus sujet aux fluctuations, dans un contexte où le prix du pétrole subit une augmentation sur le marché international, explique le spécialiste en question de carburant, Réginald Noël. Division au sein du secteur démocratique unifié. Des militants de cette structure, composée entre autres de Famille Lavalas et de Petite Dessalines, n'ont pas digéré le comportement de Moïse Jean-Charles qui tente, selon eux, de s'accaparer de la mobilisation anti-gouvernementale. Alors que les leaders de l'opposition tentent de convaincre qu'ils sont unis envers et contre tout, les militants jettent un pavé dans la mare. Ce mercredi, alors que les responsables du secteur démocratique unifié s'apprêtaient à rencontrer la presse, le restaurant Café des Copains a été le théâtre d'une scène de mutinerie.
En un court laps de temps, la salle où devait se tenir la conférence de presse s'est transformée en une véritable arène. Même la table autour de laquelle devaient s'asseoir les intervenants n'a pas résisté à la fureur des militants. L'air crispé s'exprima avec véhémence. Ce jeune leader d'organisation, membre de Petite Dessalines, n'en démord pas. Le moment est venu pour les responsables de l'opposition de faire place aux jeunes, a-t-il laissé entendre. Ce militant à l'allure révoltée qui se revendique de Famille Lavalas exprime son désaccord avec l'attitude de ceux qu'il percevait jusque-là comme ses compagnons au sein de l'opposition. Ainsi a-t-il évoqué les réelles motivations qui, selon lui, seraient à l'origine de cette contestation. D'une accusation à l'autre, militants de Petite Dessalines et de Famille Lavalas ne semblent plus sur la même longueur d'onde. Et tandis qu'ils ont fait avorter la conférence de presse que devaient donner les responsables de l'opposition, ces derniers ont même failli en venir aux mains. Vacarme, perturbation, bagarre, définitivement la division règne en maître au sein de l'opposition. Visiblement préoccupés par cet état de fait, les dirigeants pour leur part n'ont pas souhaité réagir à chaud. C'est le cas notamment de Schiller Ludor, représentant de Famille Lavalas au sein de la coalition de partis dénommée Secteur démocratique unifié. Des militants à couteau tiré, des leaders dont la légitimité à contester, l'image d'unité que les partis de l'opposition tentaient de projeter est donc loin d'une réalité. S'il est vrai que les chefs pourront toujours déplorer ce qui s'est passé et poursuivre leur route, la scène de division entre Famille Lavalas, Petite Dessalines et leurs alliés au Café des Copains ce mercredi 10 janvier 2018 aura permis de mettre en évidence la suspicion qui règne entre les différents dirigeants de l'opposition. Un atelier a été lancé ce mercredi par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de l'élaboration d'une politique de formation des enseignants et des personnels d'encadrement. Durant 2 jours, des acteurs œuvrant dans le domaine de l'éducation devront valider le document en passe de finalisation. Alors qu'elle moisissait depuis plusieurs années dans le fond d'un tiroir, la politique nationale de formation des enseignants et des personnels d'encadrement est finalement devenue une réalité. Avec la finalisation du document, un grand pas vient d'être franchi, se réjouit le ministre de l'Éducation. Reste maintenant la phase de validation par les différents acteurs œuvrant dans le système éducatif à travers un atelier de 2 jours. Une fois que politique nationale de formation enseignant et personnel d'encadrement fin validé, nous allons rentrer rapidement en action pour nous capables de former enseignants nous parce que aujourd'hui, nous avons un système éducatif haïtien dans 2 réseaux, réseau public tant qu'on a réseau privé, plus passer 150 000 enseignants qui méritaient recycler, qui méritaient former. Et formation nous-mêmes, nous dit nous allons le faire à l'échelle nationale, dans tout le pays, et pour l'école publique et pour l'école privée. Une formation continue qui concerne les maîtres à tous les niveaux. Qu'il s'agisse du préscolaire, du fondamental, du secondaire ou encore du professionnel technique, il est impératif que le document soit appliqué au moment où le ministère plaide pour une éducation de qualité. Pierre-Josué Agénor Cadet est sans équivoque là-dessus. Si maîtres eux-mêmes ne sont pas formés, si nous ne pouvons pas apprendre bien, il faut que nous apprenions si nous apprenons. Et c'est ça que j'aime faire dans le pays. Donc si nous ne pouvons pas apprendre si nous apprenons, et pour si nous apprendre, il faut que nous maîtres qui formés, qui qualifiés, qui compétents. Plus question d'accepter la médiocrité dans les salles de classe, d'où l'importance de cette politique nationale de formation des enseignants et des personnels d'encadrement n'a de cesse de répéter le titulaire du MENFP. Et dire qu'il y a 36 ans depuis que la réforme Bernard a été lancée, mais que rien de concret n'a été réalisé, déplore le professeur Cadet qui compte beaucoup sur la mise en œuvre de cette politique. Un document qui a bénéficié du support technique et financier du Canada et de l'UNESCO pour un montant total de 5 millions de dollars canadiens. 8 ans après le séisme de janvier 2010, la reconstruction de certains bâtiments publics avance à grands pas.
Au centre-ville de Port-au-Prince, déclaré d'utilité publique par l'administration Préval, plusieurs édifices sont visibles. Certains sont achevés alors que d'autres sont en cours d'achèvement. Parmi les bâtiments achevés figurent le ministère de l'Intérieur et la Cour de cassation, déjà opérationnelle. Si le ministère du Commerce et de l'Industrie n'est toujours pas achevé totalement, les édifices de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi que ceux de l'administration des douanes, le sont presque. Entre-temps, des familles qui ont été expropriées au centre-ville continuent de réclamer justice et dédommagement. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Guitry Choisy. Des ouvriers à pied d'œuvre, des engins lourds, des masses de matériaux de construction, la rue de la Réunion au centre-ville est transformée depuis plusieurs années en un véritable chantier. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le ministère de l'Économie et des Finances, la Direction générale des impôts, l'administration générale des douanes, ce sont les bâtiments publics en construction dans cette zone. Ces travaux lancés depuis 2012, financés par la République Chine-Taïwan, sont à un niveau très avancé. À quelques pas, le bâtiment abritant le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, inauguré en 2016. 2 ans après, ces locaux sont occupés par des employés de l'institution. Juste à côté, la Cour de cassation, presque en face du Palais national. Cet édifice, offert toujours par la République Chine-Taïwan, a été également inauguré en 2015. À la rue Légitime, le ministère du Commerce et de l'Industrie paraît visiblement achevé, mais n'est pas encore remis à l'État haïtien. Dans la foulée, d'autres chantiers peinent à avancer. C'est le cas des travaux de reconstruction du ministère des Affaires étrangères ainsi que du Parlement haïtien lancés depuis plusieurs années. À travers la construction de ces édifices publics, le gouvernement de Laurent Lamotte voulait créer une cité administrative dans le centre-ville de Port-au-Prince. Ajouté à ces constructions, la villa d'accueil et les locaux du corps d'intervention de maintien d'ordre, CIMO. Les travaux de reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, eux aussi, avancent à grands pas. Entre-temps, la majorité des espaces déclarés d'utilité publique demeurent vides. Si certains d'entre eux sont clôturés, d'autres sont restés libres et transformés en décharges ou en stations de lavage de véhicules. Sur les ruines du palais de justice, un vaste garage s'est installé. Des citoyens y font leurs besoins à même le sol. Cet espace, habité dans le temps par des centaines de familles, a été déclaré d'utilité publique suite à un arrêté publié en 2012. Environ 5 ans après le processus d'expropriation, des familles se plaignent de l'irresponsabilité de l'État et demandent justice et réparation. L'huissier Jean-Joseph, coordonnateur du regroupement des citoyens du centre-ville contre le déguerpissement. Sous déclarer une zone d'utilité publique, il y a tout un processus. En République dominicaine, nous avons fait expropriation. Ce n'est pas passé bien. Mais nous autres dans le pays, nous ne pouvons pas prendre pour nous. Et on regarde que 12 ans après le tremblement de terre, qui ça va régler? Ou le pays d'Haïti toujours été même gens. Bon pénitentiaire là, tu as une équipe qui a fait ces activités là. Ils ont crasé. Je dis qu'ils sont fait. Bonne machine là qui était dans Richel Mas, qui était dans vacances activité. Ils ont crasé zone qui sont fait. Donc tu as besoin de zone qui tourner repère bandit. Zone nan vin désert, automatiquement zone nan vin désert, après n'importe moun ka vin faire n'importe action dans zone nan, c'est parce que l'État pas prend responsabilité. Le jour que nous gagnons l'État sérieux dans le pays, nous croyons que le pays a avancé bien. Entre-temps, le palais national, détruit lors du séisme dévastateur, n'est toujours pas reconstruit. La cérémonie de la pose de la première pierre se tiendra à l'occasion des activités commémoratives du 8e anniversaire du 12 janvier, a annoncé ce mardi le porte-parole de la présidence, Lucien Jura. Pour l'heure, le chef de l'État et les employés du palais continuent de travailler dans des bâtiments provisoires. Hormis le palais présidentiel, d'autres institutions étatiques, elles aussi, fonctionnent toujours sous des hangars métalliques temporaires, comme au lendemain du séisme. 8 ans après la catastrophe qui a fait plus de 200 000 morts, la reconstruction totale d'Haïti peine à devenir effective, malgré les multiples promesses faites par les bailleurs de fonds internationaux ainsi que les pays amis.